Bien le bonjour à chacun d'entre vous. J'espère que cette journée et ce mois ont bien démarré, en tout cas parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre. Eh bien, un mois qui signe le démarrage de plein d'activités pour beaucoup et la fin de la pause, de la récré, des vacances pour d'autres. Il y a ceux qui continueront peut-être à se prélasser pendant ce mois de septembre. Pas tout le monde, mais toujours est-il que il faut prendre le temps de bien faire les choses au moment où ces choses-là doivent être faites. Merci beaucoup de nous choisir, merci de regarder BF1, merci de choisir et de rester fidèle au Loft. Alors aujourd'hui, tout le monde est invité à se tenir à carreau. Parce que, pour commencer cette émission, je suis avec l'École nationale de police. Donc, on échange avec eux parce que ça fait facilement un demi-siècle que cette institution-là existe et offre au Burkina Faso les meilleurs officiers et sous-officiers de police. On a la chance aujourd'hui d'avoir un aperçu de tout ce qui est prévu pour célébrer ces 50 années d'existence. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau avec moi le commissaire de police Lankwande Emmanuel. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Comment vous allez? Ça va bien. Et juste à côté de moi, nous avons l'élève sous-officier de police Ouattara Valérie. Bienvenue. Merci. Comment vous allez? Ça va et chez vous? Ça va très bien. Et en face de Valérie, nous avons l'élève sous-officier de police Nakanabo Jonas. Oui. Bienvenue. Merci. Nous avons aussi un Jonas dans la maison, mais lui, il s'occupe du son. Okay. Donc, peut-être qu'un jour, on va faire un petit changement, mais je ne suis pas sûre que lui peut courir comme vous. Je doute. Bon, il va pouvoir. Je ne suis pas sûre. Okay. Parce que notre Jonas, voilà. Bon, bref, on se comprend. Alors aujourd'hui, on parle des 50 ans de l'École nationale de police. Mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter l'École nationale de police? Ok, merci. Merci d'abord de nous accueillir en tout cas sur ce beau plateau de BF1. C'était un plaisir. Merci de nous donner l'occasion de parler de l'École nationale de police. Oui. Donc, pour parler brièvement de l'École nationale de police, disons que c'est en mai 1970 que l'École nationale de police a été créée. D'accord. Voilà, donc vous convenez avec moi que bon, ça fait 50 ans déjà que l'école existe. Donc, le premier directeur de l'École nationale de police fut un Français du nom de Georges Hodge. Okay. Voilà, donc je crois que nous sommes à notre 20e directeur de l'École nationale de police actuellement. 50 ans. L'actuel directeur, c'est le commissaire divisionnaire de police, Sietchefi Dabiré. D'accord. Voilà. À qui on passe le bonjour. Ok, merci. D'accord, donc l'École nationale de police formait depuis tous les cycles de la police nationale. Hein. Okay. Voilà, mais depuis un certain temps, depuis la création de l'Académie de police en 2015, mais les élèves sont rentrés en 2016. Okay. Voilà, donc l'École nationale de police forme désormais uniquement que les sous-officiers de la police nationale. D'accord. Et l'École nationale de police formait également la garde de sécurité pénitentiaire. Okay. Et depuis 2015 aussi a eu son école. Donc depuis 2015, les ESP sont formés dans leur école. Okay. Et nous formons également tous les cycles de la police municipale. Okay. Voilà. Quand vous dites tous les cycles, il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Il y a les agents, il y a les assistants de police municipale, les contrôleurs de police municipale et les inspecteurs de police municipale. D'accord, voilà. Ok. Oui. C'est une sacrée école quand même. Ah. Nous, de dehors, on a l'impression que c'est les sous-officiers de police qui sortent de l'École nationale de police, alors qu'en fait, pas uniquement. Oui, pas uniquement. Il y a également la police municipale à l'École nationale de police. Est-ce que vous avez eu une idée de l'effectif par année à peu près, du nombre d'élèves en formation? Tout cycle confondu. Une idée à peu près, c'est que ça varie. D'accord. Ça varie d'une année à une autre. Vous voyez que par exemple, pour ceux qui vont sortir cette année, la police nationale a recruté 800. Wow. Et pour ceux qui sont en première année, elle a recruté 450. D'accord. Donc vous voyez que ça varie. Ça varie. Donc par moment, nous sommes à 1000 élèves. Okay. Il y a eu des années où nous sommes allés à 2000 élèves. D'accord. Voilà, mais le chiffre que vous avez avancé, les 800, c'est la police nationale? Les 800, c'est la police nationale. Okay. Et on a environ 300 de la police municipale. Donc ça fait 1078 précisément. Qui vont sortir, élèves qui vont sortir cette année. D'accord, ouais. Ok. Waouh, franchement, c'est... On va dire que vous ne serez pas de trop pour nous. Je sais qu'on est quand même... on a besoin d'être bien géré, donc vous ne serez pas de trop. Et c'est vrai que c'est quand même un métier assez noble de choisir, de se donner pour protéger, pour servir. C'est pas évident.
Qu'est-ce qui pousse une personne à vouloir devenir policier? J'ai envie de poser la question à ceux qui sont encore élèves. Donc, Sénat Kanabo, pourquoi vous avez choisi de devenir officier de police? Ok, merci bien pour la question. Et il faut dire que d'abord, c'est la vocation. D'accord. Et être policier, c'est une fierté pour moi de porter la tenue et de travailler pour la patrie. D'accord. Donc, je peux dire que c'est par vocation. Et depuis le bas âge, dès que nous voyons les hommes de tenue habillés et qui font les parades, surtout lors de la fête du 50 et la fête de l'indépendance. Voilà. Oui. Donc, en ce moment, quand on regarde les hommes de tenue on a envie de défiler, comme on ça. a envie un jour d'être aussi dans la troupe et défiler, voilà. Sans oublier aussi défendre même les causes du pays. D'accord. Voilà, donc en quelque sorte, c'est la vocation et l'amour même du travail qui m'a fait devenir policier. En tout cas, vous souhaitez une très belle carrière dans la police. Merci bien. J'ai envie de poser la même question à mademoiselle Valérie. Mais en tant que femme, à quel moment on décide j'ai envie de devenir policier ou policière? Il faut dire que, merci d'abord pour la question. Il faut dire que pour devenir policier, il faut d'abord avoir 18 ans. Et puis, tenter sa chance. Ils vont lancer le concours et puis tu vas tenter sa chance. C'est ça. Si toutefois tu es admis, d'abord on a le sport qui est là. Ouais. Il y a l'écrit ensuite et la visite médicale. D'accord. Donc il faut franchir ces étapes-là avant d'espérer passer à la formation. Mais est-ce qu'il y a une personne qui a donné envie à Valérie un jour de se dire « moi j'ai envie de devenir policier » Bien sûr. J'ai une grande sœur qui est policière. Ah, Chaque fois, elle m'encourageait de venir dans la police. ok. Que c'était un travail noble. Et puis, elle dit toujours qu'il n'est pas permis à n'importe qui de devenir policier. Ah bah c'est sûr. Si tu deviens policier, c'est que tu as fourni beaucoup d'efforts. Bah ça c'est clair. Parce que déjà pour avoir le droit de faire la formation, il faut franchir les étapes. Mais est-ce qu'une fois qu'on a démarré la formation, est-ce qu'on peut désister ou pas? Ok, merci pour la question. Je crois que ce que je vais ajouter par rapport aux différentes étapes, elle a parlé du sport, de l'écrit, de la visite médicale, mais une autre étape aussi très importante qu'on appelle enquête de moralité. D'accord. Parce que voilà, il faut être vraiment moralement... Ah bah c'est vrai qu'il ne faut pas former n'importe qui voilà, à n'importe devenir qui à la policier. police, parce que bon, c'est quand même sensible. Ouais. Voilà. Donc, Donc ma question, est-ce qu'une votre fois question... la formation commencée, on se rend compte c'est plus dur que ce que je pense? Est-ce qu'on peut faire machine arrière? Oui, les gens, par moments, surtout les débuts, ce n'est pas facile, Oui, parce que quand on arrive, c'est tout un changement, ce n'est pas facile. Les gens, par moments, essaient, ils veulent tenter, mais avec effectivement le professionnalisme des encadreurs, nous essayons de les maintenir. Et finalement, ils ont le moral, ils ont l'envie de progresser, de continuer. D'accord. Voilà. Parce qu'en général, on se dit on supporte tout ça, mais pas que pour nous, pour ceux qu'on va servir. C'est ça. D'accord. Donc, pour célébrer ces 50 ans de cette école qui forme toutes ces braves femmes et ces braves hommes qui se donnent corps et âme pour la nation, qu'est-ce qui est prévu pour ce 50e anniversaire? D'accord. Merci pour la question. 50 ans, vraiment, ça se fête. Absolument. 50 ans, ce n'est pas 50 heures, ce n'est pas 50 jours. C'est un demi-siècle. Un demi-siècle. Donc, il est temps, effectivement, pour l'École nationale de police de marquer un arrêt, faire le bilan, c'est-à-dire regarder dans le rétroviseur, de faire des projections, donc des perspectives. Donc c'est pour ça, effectivement, nous avons tenu à ne pas passer sous silence ces 50 ans. Donc il y a eu déjà le lancement de ces 50 ans le 30 juin passé à l'occasion du port des passants des élèves de la 50e promotion de l'École nationale de police. D'accord. Voilà. Du port de port des passants. Et ça c'est quoi? Ça c'est après la formation militaire qui est le premier module à l'École nationale de police. Après ça, c'est ce qu'ils portent à l'épaule. Voilà, ici, c'est ça qu'on appelle passant. Donc, après cette étape de formation militaire, qui prouve effectivement que vous êtes apte à être appelé élève de l'École nationale de police, on vous donne ça. D'accord. Voilà. Ok. Ça se mérite. Donc, merci, ça se mérite. Donc, c'est à cette occasion, effectivement, voilà, on a lancé officiellement les activités du cinquantenaire de l'École nationale de police. D'accord. Donc, comme je le disais, nous avons effectivement les journées portes ouvertes qui rentrent dans le cadre du cinquantenaire de l'École nationale de police. Et ça commence le 3, du 3
au 6. D'accord, donc Voilà. après-demain. Après-demain. Ok. Donc nous avons des activités sportives, des activités intellectuelles, des activités sociales. Donc pour rentrer un peu dans le chronogramme des activités, à partir du 3 déjà, à partir de 5h30, il y a une course relais de 50 km. Ça, c'est pour tout le monde ou c'est juste pour vous? On a organisé, c'est une compétition course relais de 50 km entre élèves. Ok. Donc pour marquer les 50, donc on a dit 50 km. Waouh, 50 km. Voilà, une course relais. C'est plus qu'un marathon, à partir ça. De 50, voilà, à partir de 5h30, Ok. le 3. Et après ça, il y a une compétition au tir européen que nous avons dénommée les 50 impacts. Voilà, pour marquer encore les 50 ans de l'École nationale de police. Okay. Et après cette compétition, nous avons à partir de 14h un cross suivi d'une séance aérobique. Voilà, qui va se tenir à Gouguin, et la séance aérobique c'est à l'École nationale de police. Voilà. À partir de 15h, c'est le lancement officiel. Je rappelle que ces journées portes ouvertes sont présidées par le ministre de la Sécurité, voilà, M. Ousseini Komporé, sous le parrainage de M. Vincent Dabilgou, ministre des Transports. D'accord. Voilà. Donc il y a à partir de 15h le lancement officiel. Okay. Et après, c'est un match de gala entre les filles de la police nationale, et il y a la finale de la Coupe du cinquantenaire qui se tient le même jour. Okay. Le lendemain, c'est-à-dire le 4, nous avons un don de sang à partir de 7h30. Nous avons également une journée de salubrité et un don de matériel que nous allons en tout cas faire dans une maternité à Gouguin là-bas. D'accord. Voilà, et il y a le panel du cinquantenaire aussi qui se tient à partir de 9h30. Et nous invitons les gens à venir parce que le panel sera vraiment animé par des professeurs d'université et d'anciens DG, d'anciens directeurs de l'École nationale de police. Pour parler uniquement que des professeurs, vous avez Magloire Sommet, voilà, qui est un historien, vous avez Lassina Semporé également, et vous avez Abdul Karim Saïdou qui sera là. Donc vous voyez que ça sera un panel vraiment très bien animé. D'accord. Et pour la journée du samedi, nous avons la finale aussi de la question du cinquantenaire qui va se tenir. Et voilà, après ça, nous avons la visite guidée des installations de l'École nationale de police à partir de 9h jusqu'à 13h pour tous ceux qui veulent découvrir l'École nationale de police le samedi à partir de 9h. Voilà, il y a la visite guidée. Et enfin, la journée du samedi, c'est vraiment une journée. Je vais laisser peut-être l'occasion aux délégués de parler des 112 heures, puisqu'il y a la rue marchande qui est là, qui est organisée par les élèves. Okay. Voilà. Donc, pour célébrer ce cinquantenaire, ça coïncide avec les 72 heures de l'élève policier. Oui. Et comment ça se passe? Parce que j'ai entendu dans les coulisses que l'élève Nakanabo est également le délégué des élèves. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour les élèves policiers? Ok, merci. Et chaque année, quand la deuxième année tire vers sa fin, les élèves policiers organisent 72 heures de l'élève policier, qui est un cadre d'échange et qui rassemble beaucoup de personnes. Voilà. Et cette année, nous avons la chance de célébrer en même temps avec les 50 ans de l'École nationale de police. Donc, lors des 72 heures, bon, cette année, ce sera 96 heures. Voilà. Et lors de ces 96 heures, il y a des stands que nous avons déjà mis à la disposition des gens qui demandent, des demandeurs, pour des maquis resto et pour des expositions d'autres articles. Voilà, donc et les inscriptions ont commencé et se poursuivent toujours. Actuellement, je suis sûr que des gens sont à l'école et auprès des trésoriers pour les paiements. Et dès demain, nous allons mettre les stands à leur disposition. D'accord. Et à partir du 3, nous avons la rue marchande qui va commencer aussi, en même temps que les activités du cinquantenaire. Donc tout le public est invité à y prendre part. Est-ce que l'élève Valérie a quelque chose à ajouter avant qu'on se dise au revoir? Le délégué a à peu près tout dit. Il faut noter seulement que le 6, on clôture avec la prestation de certains artistes
à 18h. D'accord, ok. Donc le 6, c'est la grande fête de clôture. C'est drôle de se dire qu'on peut venir au sein de l'école de police et puis avoir un maquis le temps de cet anniversaire, en tout cas. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci. Alors, peut-être des contacts que vous souhaiterez laisser pour tous ceux qui aimeraient bien entrer en contact avec vous avant le jour J. Ok. Donc, le délégué va donner son contact. D'accord. C'est eux qui organisent la rue marchande et c'est là-bas les gens. Donc, délégué, comment Ok. on fait pour vous contacter? Donc, mon numéro, c'est le 61 08 60 27. D'accord. Oui, En tout cas, on souhaite un joyeux anniversaire à l'École nationale de police. merci. Bon vent à toutes vos activités et une très belle carrière à tous les élèves qui sortent de cette Merci, école prestigieuse-là. Merci beaucoup Merci bien. d'être passé sur notre plateau. Ok. Et pour tous ceux qui nous regardent, en tout cas, on espère que vous allez faire un tour. L'école est située à Gounguin, donc il n'a pas bougé. Donc, vous pouvez peut-être mieux le situer que moi. En venant du stade du 4 août, en descendant vers l'est, c'est au niveau juste du rond-point voilà, de l'Olympisme, je crois. Hein, voilà. D'accord. En venant de l'ADM, la division de la migration, à partir de la banque SGBF, on tourne à droite. Voilà. Et en venant de Tampoui, dès qu'on descend de l'échangeur, voilà, L'échangeur qui n'a apparemment pas sauvé les gens hier. Donc je crois que c'est au deuxième feu, on tourne à droite seulement et puis bon, on va Juste, croiser le il y a un rond-point. gros rond-point en face, vous ne Voilà, il y a pouvez un pas louper gros l'École rond-point, nationale voilà, de vous pouvez pas police. louper Merci l'École beaucoup à nationale. chacun Merci d'entre bien. vous. Et nous, on va aller pour une courte pause et accueillir nos invités ainsi que le reste de l'équipe pour la suite de cette émission. Coucou mes loulous, mes doudous, mes chouchous, mes trésors, mes amours en chocolat et très chers parents. Vous m'avez énormément manqué, énormément. Vous avez été des milliers, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et je dirais même d'en haut et d'en bas à suivre fidèlement votre émission préférée de jeunesse ludo-éducative, j'ai dénommé Kiddies Club. Le coronavirus nous a certes stoppés pour un temps, mais nous voilà avec plus d'énergie pour plus de jeux, plus d'apprentissage, plus de découvertes, enfin plus de puces. Pour ces vacances, chers parents, si vous souhaitez que votre enfant participe à notre émission, c'est simple. Appelez-nous au 74 46 91 98. Je répète, au 74 46 91 98 pour les inscrire. C'est le lieu pour vous de faire profiter vos enfants de vacances saines et éducatives en notre compagnie. Nous serons très heureux de les accueillir parce que Kiddies Club, c'est l'émission des vrais malins et c'est sur BF1. Coucou mes loulous, mes doudous, mes chouchous, mes trésors, mes amours en chocolat et très chers parents. Vous m'avez énormément manqué, énormément. Vous avez été des milliers, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et je dirais même d'en haut et d'en bas à suivre fidèlement votre émission préférée de jeunesse ludo-éducative, j'ai dénommé Kiddies Club. Le coronavirus nous a certes stoppés pour un temps, mais nous voilà avec plus d'énergie pour plus de jeux, plus d'apprentissage, plus de découvertes, enfin plus de puces. Pour ces vacances, chers parents, si vous souhaitez que votre enfant participe à notre émission, c'est simple. Appelez-nous au 74 46 91 98. Je répète, au 74 46 91 98 pour les inscrire. C'est le lieu pour vous de faire profiter vos enfants de vacances saines et éducatives en notre compagnie. Nous serons très heureux de les accueillir parce que Kiddies Club, c'est l'émission des vrais malins et c'est sur BF1. On a une heure. Et on est de retour, je vous le disais, aujourd'hui, on reçoit des invités, mais surtout la team se complète. Aujourd'hui, ils sont ensemble, côte à côte, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ils ont bonne mine et j'espère qu'il n'y a pas eu trop de folie. On a le plaisir de retrouver Philly, comment ça va? Ça va et toi, Stéphanie? Ça va également, tu nous as manqué. Bah vous aussi? Tu étais caché où? Je dormais un peu. J'étais en syncope. Oh, syncope volontaire. Non, c'est juste le changement de climat. J'avais tout le temps un petit rhume par-ci par-là. Bon, je ne vais pas trop parler parce que les gens vont penser que j'ai le corona. Non, non, du tout. Non, Et non, voilà quoi. Non, t'as pas ça. Mais sinon, ça va. Ça va. Et juste à côté de toi, quelqu'un qui a eu du mal à se réveiller ce matin.
Ah non, pas du tout. Si, je sais que tu as eu 2 crises de sommeil ce matin, par exemple. Parce qu'en fait, le monsieur, il m'appelle à 7 h, sauf qu'à 9 h, il dormait encore. Comment tu peux faire ça? Non, mais en fait, c'est le week-end. Une fois de plus, je salue cette belle ville de Bobo-Dioulasso qui m'ont accueilli encore ce week-end. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, du coup, toute l'énergie qu'ils m'ont transmis, il fallait que j'arrive à gérer ça, en fait. Là, c'est de l'énergie qu'il a reçue. C'est l'énergie reçue qui le fait dormir. Donc j'imagine si tu avais dépensé de l'énergie, ça allait être autre chose. Et juste à côté de toi, nous avons le plaisir d'avoir cette boule d'énergie toute pétillante là, de couleurs et de bonnes vibrations. Fatim est sur notre plateau encore une fois. Comment ça va? Ça va bien, merci Stéphanie. Et toi? Ça va très bien. On va te préparer ton contrat. D'accord, merci. Mais pas pour que tu viennes 2 fois l'an, hein? Pour que, ok. Voilà. En off. Voilà. Ils comprendront plus tard. Exactement. Et juste à côté de moi, j'ai le plaisir de recevoir pour vous celui qui a mis toute sa confiance en Dieu, qui soit Sida Ezekiel Ouedraogo, coach formateur. Bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est la Comment première ça va? fois, je suis vraiment ravi. Super. Nous aussi, on est super contents de vous avoir. Et aujourd'hui, avec vous, on a décidé, on a envie de savoir, on a envie de comprendre, on a envie de tout bien placer dans la carte de notre cerveau pour comprendre de quoi il s'agit. Parce que vous êtes tous les deux coachs certifiés. Quand on dit coach, à la base, on est peut-être directement, il y a quelques années, tourné vers le milieu du sport. Et aujourd'hui, quand on dit coach direct, on pense développement personnel. Donc nous, on est curieux, on a envie de savoir à quel moment ce voyage s'est fait. On a vraiment la chance d'avoir une charmante demoiselle qui s'appelle Yeri, qui nous a préparé un petit élément sur le coaching. On regarde et on revient. Vous allez nous dire si elle a bien travaillé ou pas. Le coaching est un accompagnement personnalisé visant à améliorer les compétences et la performance d'un individu, d'un groupe ou d'une organisation. Le coaching est né de l'affaiblissement des repères traditionnels conjugué à une plus grande ouverture sur le monde et une précarisation accrue qui a pour effet le changement de notre rapport au travail. À l'origine du coaching, il y a Socrate, qui est pour bon nombre de personnes le père honorifique du coaching et qui, au 5e siècle avant Jésus-Christ, enseignait la maïeutique ou l'accouchement des esprits. Par le biais du questionnement, il avait pour objectif d'aider l'individu à trouver le chemin de l'intelligence, de la connaissance de soi et de sa propre vérité. En plus de Socrate, on peut citer d'anciens sportifs comme John Whitmore ou encore Timothy Gallwey, qui sont considérés comme les précurseurs du coaching moderne. Leur objectif était d'améliorer la performance des sportifs de haut niveau, tant sur le plan physique que sur le plan mental. À la fin du siècle dernier, le coaching s'est répandu dans le monde et s'est étendu à plusieurs domaines. On peut aujourd'hui citer le coaching en développement personnel. Le domaine du développement personnel, aujourd'hui l'un des types de coaching, a parcouru un long chemin au cours de cette dernière décennie. Il est d'ailleurs de nos jours une grande industrie florissante. Le coaching de vie. Peu importe où vous vous trouvez coincé, le coach de vie vous prendra la main et vous guidera jusqu'à ce que vous atteigniez votre destination. Comme son nom l'indique, ce type de coach est réellement capable de changer la vie des tiers. Nous avons également le coaching en bien-être, le coaching professionnel, le coaching en transition de carrière, le coaching exécutif, le coaching sportif, le coaching de crise, le coaching de soutien, le coaching économique ou coaching de business. Et bien voilà, donc c'est ce qu'elle a préparé pour nous. Donc votre avis à tous les deux. En général, je dis les dames d'abord, mais tu es de la maison. Donc, voilà. On va laisser les nouveaux. Voilà, on va laisser les nouveaux s'exprimer. Donc, appréciation. Oui, c'est un élément qui est bien préparé. J'apprécie beaucoup l'effort de recherche parce qu'on a un grand travail d'éducation à faire, d'explication à faire. Et quand quelqu'un prend le temps d'aller fouiller pour comprendre, au lieu juste de prendre quelques sujets sur Facebook notamment. Parce qu'il faut comprendre que Facebook n'est pas une source fiable d'information. C'est ça. Parce que c'est le mur de chacun et chacun dit ce qu'il veut sur un mur. Mon mur. C'est mon mur, je dis ce que je veux dessus. Mais là, si tu viens le lire et puis voilà. Et tu le prends comme étant
parole d'évangile, là c'est autre chose. Avant, je me souviens très bien, pour vérifier la vérité de quelque chose, je me répète, on regarde dans un dictionnaire. Aujourd'hui, combien de gens regardent un dictionnaire? Okay. Alex? Entre-temps, c'est devenu... On va se rattraper. Pour la génération télé, on disait, j'ai entendu ça à la télé. Ou à la radio. Ou à la radio, voilà. Aujourd'hui, on dit, j'ai vu ça sur Facebook. Donc, c'est quand même un peu compliqué. Il faut croiser les informations. Et ça, l'élément a été vraiment bien préparé avec beaucoup de croisements d'informations. J'apprécie. Merci beaucoup. Je suis d'accord pour beaucoup qui a été dit sur ce que c'est que le coaching. D'accord. On va lui donner une bouteille d'eau à la fin de l'émission. Non, un peu plus qu'une bouteille d'eau quand même. Au moins un café. Un café? Oui. D'accord, un café pour... Bravo. Un café pour elle. Fatim? Oui, l'élément a été bien préparé, comme l'a dit Ézéchiel. Au moins, il y a eu l'effort de chercher à comprendre ce que c'est. Parce que les gens se basent sur ce qu'ils voient pour juger une activité ou un métier qu'ils ne connaissent pas. C'est ça. D'autant plus que c'est un nouveau métier. Donc, aller comme ça à la source, à la source des informations pour comprendre, pour mieux expliquer. Après, on peut être d'accord ou pas. Et on peut même être d'accord de ne pas être d'accord. Mais au moins, on est au même niveau d'information et les gens ont la latitude de choisir ce qui leur convient en connaissance de cause. Exactement. Voilà. Est-ce que Alex a déjà eu affaire à un coach? De façon générale, quand je dis coach, de façon générale dans toute ta vie? Non, pas du tout. Pour moi, le meilleur coach, ce sont mes expériences de vie, en fait. C'est mon meilleur coach. Souvent, ça m'arrive comme l'a dit M. Kiswansila, tu regardes Facebook, tu vois des coachs passer, tu vois des gens qui se disent coach ou voilà. Du coup, c'est pas une science à laquelle je m'intéresse au premier degré, en fait. D'accord. Ouais. Ok. Philly, toi? Oui, c'est un petit peu mon quotidien. D'accord. Mais moi, c'est pas personnellement. Je suis là en tant que j'assiste, on va dire. Hein. Je regarde un peu comment ça se passe. Oui, je pense que si on a un bon coach, c'est très, très important. D'accord. Si on a un bon coach, c'est quelque chose qui est très, très bien parce qu'on se redécouvre. Ok. Moi, c'est ce que j'ai appris dans le coaching, en général. D'accord. Voilà. Alors, il y a un mot qui est sorti, un bon coach. Également, à la faveur de Facebook et des réseaux sociaux de façon générale, on a l'impression que les coachs poussent comme des fleurs. Mais, qu'est-ce qu'est une fleur? Qu'est-ce que... Bah oui, attends la suite de la phrase. Qu'est-ce qu'est une fleur? Qu'est-ce que de la mauvaise herbe? Comment on fait le tri? À quel moment on a le droit de se faire appeler coach? C'est quoi le parcours pour devenir coach? C'est autant de questions que l'on se pose. Alex a dit qu'il ne s'intéresse pas forcément au coaching de façon particulière. Quand nous on parle de coaching aujourd'hui, on est d'accord, on est vraiment plus dans le développement humain et autres. Et la première fois qu'on en a parlé avec Fatim, je me rappelle, je suis très sceptique parce qu'on est vraiment dans un flou total. Donc, à quel moment une personne en face de nous a le droit d'être appelée coach? Comme je lui ai donné la première question, cette fois tu réponds. Pour vous parler de ça, je vais peut-être partir aussi de mon expérience personnelle et de comment moi j'en suis arrivée à ça. D'accord. C'est un parcours de vie. Je crois que c'est un métier, comme tous les métiers, c'est une vocation ou c'est une envie. On ne peut pas faire du coaching sans aimer les gens ou sans vouloir accompagner les gens ou sans vouloir transmettre. Moi, ce qui m'a conduit au coaching, c'est la volonté de transmettre. J'ai une passion pour la transmission. Donc, je suis formatrice, conférencière et coach. Tu vois, c'est les trois métiers. En général, quand tu fais une conférence ou une formation, tu laisses les gens sur leur faim. Et pour accompagner tout ça, aller au-delà, je me suis formée pour devenir coach afin de pouvoir, au-delà de ces formations, ces conférences qui nous réunissent pour quelques heures, pour quelques jours, pouvoir maintenant les accompagner individuellement ou en groupe, parce qu'il y a aussi le coaching de groupe, pour atteindre leurs objectifs. D'accord. Moi, j'étais dans un parcours d'expatriation où je suis marketeur de formation. Et dans mon marketing, ce que j'aimais, c'était le marketing social.
Voilà. Pour moi, vendre un produit, je ne dirais pas basique, un produit du savon ou du détergent, c'est très bien. Mais ce que moi j'aimais dans le marketing, c'était le marketing social, pouvoir vendre un changement de comportement. Ça. Et donc, vous voyez, c'est un parcours de vie, c'est assez personnel. Ça va de ce que tu aimes, ce que tu veux faire, ce que tu veux donner aux gens. Et ensuite, étant en expatriation, j'ai commencé aussi par du blogging. J'ai commencé pour garder moi-même mes expériences, j'ai commencé à relater ce que je vivais, ce que je voyais. Et à travers ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté en off pour me demander des conseils ou de les orienter, etc. Donc, j'ai eu envie d'accompagner. Mais pour ne pas... Les gens me contactaient pour les aider, pas pour aggraver leurs problèmes. C'est ça. Donc, pour mieux les accompagner, j'ai décidé de chercher comment mieux les accompagner. C'est ça. Et avec des coachs qui étaient déjà qui avaient déjà commencé, qui s'étaient formés, dont Mariam Inakanouté, que j'ai contacté pour lui demander par quel processus elle était passée. Et c'est elle qui m'a recommandé son école de certification qui s'appelle ICI Genève, Institut de Coaching International de Genève, qui est la première école européenne en formation en coaching. Et donc, j'ai suivi les cours avec eux pendant 9 mois pour avoir une certification, donc un master coach qui me permet d'avoir des outils, des méthodes pour mieux accompagner les gens. Parce que quand on veut aider quelqu'un, il faut l'aider avec les outils conséquents. Le coaching ne travaille qu'avec des outils. D'accord. Et on n'est pas des conseillers. Je crois que ça, on aura le temps d'en parler, de faire la nuance entre notre métier et d'autres métiers qui peuvent sembler similaires, mais qui ne sont pas pareils. Donc, tu vois, mon parcours est personnel. Le parcours de Ézéchiel est autre. Le parcours de Mariam Inakanouté est autre. Le parcours de Isis est autre. On vient tous de disciplines peut-être différentes, mais et je ne fais pas tous les coachings. Je fais des life coaching. En life voilà, coaching. life coaching et corporate coaching. Donc, je coach des individus ou des groupes d'individus, individuellement ou en groupe. D'accord. Dans des entreprises ou hors entreprises. Ce qui veut dire que si on t'approche pour autre chose qui n'est pas forcément ton domaine de prédilection, tu guides vers un coach qui le fait. Totalement. Par exemple, je ne suis pas douée dans le coaching des enfants. C'est pas ma spécialisation. C'est pas, j'ai pas ce même feeling. Moi, j'ai des enfants en bas âge, donc peut-être que je suis plus facilement irritable par eux et je n'ai pas la méthode pour coacher des enfants en bas âge ou pour coacher peut-être des préadolescents. Parce qu'à partir de 16 ans, ça va, on se comprend assez bien. Mais en dessous de cet âge-là, moi, je réfère toujours, on a une coach Awa, à qui je réfère ces cas-là. Parce qu'elle, avant de faire sa formation de coaching, elle est psychologue. Voilà, et elle a fait le coaching pour avoir d'autres outils pour mieux accompagner. Et je veux préciser autre chose, c'est que pendant ma formation, il y a peut-être 20% de ceux qui ont suivi la formation de certification qui sont devenus coachs. Parce que beaucoup, c'était des managers ou des personnes en reconversion professionnelle. Moi, j'avais un binôme qui était complètement en transition professionnelle ou une qui était entrepreneur, mais qui sont venus suivre la formation pour avoir des outils eux-mêmes pour coacher leurs équipes à l'intérieur de leurs entreprises. D'accord. Ou pour accompagner une transition. Ils se cherchent. Voilà, parce que la formation, les outils qu'on nous apprend, on se les applique à nous-mêmes. Ah bah oui. D'abord. Parce que quand je donne un exercice à quelqu'un, je sais l'effet que ça va procurer, je sais ce que je recherche au-delà de l'exercice et au-delà du questionnement. Mais il faut avoir ces outils-là. Donc, il ne suffit pas de lire 2-3 livres de développement personnel, notamment Père riche, Père pauvre. Et puis, il y a un autre là, il y a 2 comme ça. Voilà, réfléchissez et devenir riche et de se proclamer. C'est très important de prendre au sérieux ce qu'on fait et surtout, de se former pour mieux aider les autres. C'est important la formation. Oui. Donc, on a quand même envie d'avoir une idée du parcours du coach Ézéchiel. Oui, tout à fait. Alors, elle a si bien expliqué. Ici, on est en train de parler de coaching professionnel. Oui. Dans l'élément, elle a dit, quand elle a défini coaching professionnel, je crois que c'est une confusion entre le coaching, le business coaching. Le coaching professionnel, c'est on qualifie, quand je dis professionnel, je qualifie le coaching. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je qualifie le coaching, c'est-à-dire c'est un métier. Comme quand on dit photographe professionnel, genre une personne qui a fait sa profession et qui moi, c'est de ça que je veux parler. D'accord. Quelqu'un qui veut faire du coaching son métier, c'est ce parcours qu'on va expliquer. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée. Parce que
On est d'autres secteurs, d'autres industries. Moi, je viens du marketing aussi. D'accord. J'ai été formateur pendant longtemps. Ok. Mon expérience et mon parcours, c'est aussi simple que ça. J'arrive au Rwanda pendant que je forme des gens depuis déjà 10 ans que je forme. Une dame m'envoie une claque, mais comme ça, quoi. Elle me dit, mais vous les formateurs, vous servez à quoi? Vous formez les gens et puis parfois vous revenez 1 an plus tard, 2 ans plus tard, avec parfois les mêmes thèmes, parfois avec des thèmes différents, mais à la fin, moi, je ne vois pas à quoi vous servez. Et elle est en train de dire ça à quelqu'un. Honnêtement, je mettais un maximum d'énergie dans mes formations, d'enthousiasme. À la fin, j'avais des vidéos où des gens disaient, la formation était formidable, on va changer. Mais effectivement, j'étais conscient qu'ils ne changeaient pas. Et une dame vient clairement dire, en fait, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est comme ça que j'ai commencé à chercher. D'abord sur Internet, il y a quelle méthode pour, au-delà de la formation, aider les gens, pour les accompagner. Donc, je suis tombé évidemment sur les thérapies brèves de psychologie positive et autres. Et entre-temps, j'étais connecté à John Maxwell, quelqu'un m'avait donné un de ses livres et ça m'avait vraiment mind blow, comme on dit. En anglais, en français, on dit quoi? Ça m'avait émerveillé. D'accord. Et puis... Il faut bien sous-titrer. Hein. Oui. Ça m'avait émerveillé. Et donc, j'ai commencé à me connecter à lui. À l'époque, c'était le blogging, il n'y avait pas Facebook comme ça. Donc, je suis son blog, je recevais tous les jours ses emails. Et puis, quand je cherchais, je croise, et je me rends compte qu'il y a 10 bons gars dans le domaine que je peux suivre. Donc, je les liste comme ça. Évidemment, il y avait Jack Canfield, Bob Proctor, John Maxwell, Stephen Covey. Bon, les gars dansent aux États-Unis. Moi, je suis très anglo-saxon, donc je suis parti plutôt vers là-bas. Voilà. Et un jour, je reçois un email. Est-ce que vous voulez être coach certifié John Maxwell? Je dis, mais donc il a lancé en fait un parcours de certification pour être conférencier, formateur, coach. Moi, j'étais déjà formateur, j'étais conférencier. Honnêtement, c'est la partie coaching qui m'intéressait. Ok. Paf, je clique dessus, je regarde le prix. Je dis, bon, d'accord, calme-toi. Oui, en fait, on dit oui. Le prix est violent. Violent. Et je me suis dit, ok, tu attends. Et je commence à cotiser. Bon, de l'argent. Violent jusqu'à combien de chiffres? Non, je n'ose même pas parce qu'il y en a qui vont se décourager. On arrive là, dans ce $100, et puis bon, tu vois. D'accord. Après, quand tu convertis en CFA même, ça commence à devenir compliqué. Donc, du coup, je dis, ok, Ezekiel, calme-toi, c'est bien, mais il faut que tu cotises, que tu épargnes, comme on dit en bon français. Et j'ai commencé à épargner, mais sérieusement. Et puis après, 2 ans plus tard, ou je crois 3 ans plus tard, je reçois encore un autre message qui dit, c'est le 5e anniversaire, ou en tout cas, c'était un anniversaire, et ils ont une opportunité à ne pas rater. Quand je regarde l'argent que j'avais épargné à l'époque... Épargné en 3 ans, hein? Oui, ça suffisait largement pour faire la formation. Et même mieux, je peux même partir avec toute ma famille. Ah ouais? Oui. Ok. Donc, je suis parti. Avec toute la famille ou pas? Avec toute la famille. Super. C'était en Floride, et imagine où? Dans le pays de Disneyland. Oh. Donc, je suis allé là. C'est pas possible. Oui. Et pendant que moi je me formais... J'ai envie de remonter l'histoire de faire partie de la famille aussi. Mais en tout cas, je suis allé et je voulais faire cette expérience en famille parce que c'était un achievement, comme quelque chose, j'y croyais, je voulais... N'oublie pas de sous-titrer. Ok, un accomplissement. Voilà, c'était un accomplissement. Et je voulais faire ça, cette expérience vraiment avec mon épouse et puis mes enfants. Et il fallait faire un discours de 8 minutes en anglais à la certification. Et non, mais c'était une expérience juste formidable. En tout cas, on a passé, parce que le parcours de John Maxwell, team, on fait des formations en ligne et puis on va faire 3 jours de certification sur place. Avec des formations sur place. Donc, les 3 jours, c'est juste, tu es dans une salle de 3000 personnes, tous qui sont venus pour apprendre le coaching. Et tu vois quelqu'un comme ça, comme John Maxwell. Le gars, il a vendu des millions et des millions de livres, il a écrit plus de 60 livres, il est adulé, il est reconnu, il est connu. Et puis les organisateurs, ils disent non, bon, vous savez, tout le monde veut prendre des photos avec John Maxwell, on n'aura pas le temps, il est fatigué et tout ça. Il prend le micro et puis il dit, tous ceux qui sont venus dans cette salle, vous m'avez honoré, alors je suis là pour vous. Je ne pars pas, tant que je ne fais pas. Tous ceux qui veulent avoir une photo avec moi, auront une photo avec moi. En fait, c'est vous qui m'honorez, c'est moi qui veux une photo avec vous. Quand j'entends ça, j'ai dit, ok, d'accord. Là, c'est un niveau, quoi. Ouais, c'est un niveau. Et je me suis dit, franchement, ce gars, il faut qu'il soit mon mentor. Et donc, j'ai continué mon parcours. Après, il y a 90 jours de suivi. J'ai fait c'est pas obligatoire, mais moi, j'ai fait les 90 jours. Et c'est là qu'on a fait les co-coaching, les coachings de pair. On a pratiqué. Après, j'ai payé aussi le mentor qui nous forme, parce que les professeurs sont différents pour les matières. Donc, le mentor qui nous a formés en coaching,
j'ai acheté encore, lui c'est un Anglais, il s'appelle Christian Simpson, j'ai acheté encore son cours pour davantage approfondir le volet coaching, parce que c'est ce que je voulais. D'accord. Et ce n'est qu'après ça que j'ai commencé à coacher. Mais Stéphanie, tu as posé une question. À partir de quel moment on peut se faire appeler coach? C'est ça. Je ne crois pas que la question se pose en se faire appeler coach. Si vous allez regarder la plupart des coachs, je dis la plupart, et chacun c'est selon son feeling, vous n'allez pas voir sur ma page coach Ezekiel Ouedraogo, vous allez voir qui se fait Ezekiel Ouedraogo, vous allez voir Fatim Touré. En fait, est-ce qu'on se fait appeler coach? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, quand tu pratiques le métier, les gens sauront que tu es coach. Ou pas. Du coup aussi, tu peux te faire appeler coach parce que tu as envie d'être coach. Mais s'il te plaît, c'est où je dois regarder là en face. S'il te plaît, quand il y a un métier qui te passionne, que tu aimes et que tu respectes, s'il te plaît, forme-toi, apprends les outils, apprends comment aider davantage les gens. C'est ça qui est la clé. Parce que le monde est toujours prêt à payer le meilleur, l'excellence, le monde est prêt à payer cela. Si tu fais ça, que tu deviens, à John Maxwell on dit get good first, deviens d'abord bon. Ne commence pas à donner des trucs qui vont fatiguer les gens, qui ne vont pas t'aider toi non plus. Et ta réputation non plus ta réputation va en pâtir. Forme-toi. Je me souviens, tu parles de Mme Ina Kanouté, je me souviens, à l'époque, elle m'a appelé, elle m'a dit, Ezekiel, je veux être coach. Elle était encore à Télécel. Et puis, elle m'a demandé mon parcours, je lui ai expliqué. Une petite facture au service commercial. Heureusement, on est partenaire, donc ça passe. D'accord. Pardon. Et donc, du coup, et je me souviens très bien. Et elle avait son métier, elle a démissionné. Elle allait se former, se certifier pour être coach. Est-ce qu'on peut comparer quelqu'un comme ça? Bon, bref, je n'ose pas dire la suite. C'est vrai que j'en ai rencontré, enfin, ils ne sont plus là, ils étaient installés là, un couple qui effectivement avait démissionné pour se former et à la certification afin de devenir coach. Mais c'est vraiment un couple qui bosse ensemble et qui accompagne des couples, des enfants et autres. Mais en tout cas, moi je suis un peu plus édifiée, hein. C'est un beau parcours pour chacun. Je ne sais pas si une personne d'entre vous deux a quelque chose à ajouter ou demander. Moi, je vais juste préciser. Pour l'instant, on est dans l'observation. On a des milliers de questions qui nous trottent dans la tête perso. J'écoute d'abord et je reviendrai plus tard, je rebondirai plus tard. Parce que j'ai mes réserves. J'ai beaucoup de réserves. Moi, j'aimerais même rebondir. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit mon meilleur coach, c'est mes expériences de vie. Je suis vraiment désolé, s'il te plaît. Vraiment désolé. L'expérience, c'est l'expérience. Le coaching, c'est le coaching. On ne peut pas confondre les deux. C'est comme quand quelqu'un dit auto-coaching. Il y en a qui j'entends ces gens dire auto-coaching. Il n'y a pas auto-relation d'aide. Le coaching est une relation d'aide. Et quand une relation d'aide, il faut un aidé et un leader. À partir du moment où toi-même tu es l'aider et leader, auto-coaching, il faut dire mes expériences m'édifient. On est tous d'accord que la vie nous édifie. Mais on ne peut pas appeler ça du coaching. Parce que le coaching est vraiment un outil et une technique. Donc les expériences sont capitales, c'est vrai. Ça aide différemment que le coaching. Le coaching n'aide pas du tout comme les expériences. Mais est-ce que vous qui avez fait la formation, qui êtes outillé, est-ce que vous avez besoin, à certaines étapes de votre vie ou de votre expérience, d'aller voir un coach ou d'avoir un coach ou d'avoir affaire à un coach? C'est même obligatoire. C'est obligatoire, c'est complètement. Chaque coach a un coach. Oui. Ok. Oui. Ah non. Si tu es un coach et que tu n'as pas de coach, c'est que tu n'es même pas intègre. Oui, c'est même une question d'intégrité. Un coach qui dit qu'il n'a pas besoin de coach, il n'est pas intègre. Stéphanie, moi, je veux encore rebondir sur ce que M. Ezekiel vient de dire. Il y a des gens qui ont, je dirais, des coachs soi-disant hallucinants, mais qui réussiront jamais dans la vie. Explique. Genre, d'abord, vraiment, je parle d'expérience professionnelle. Quand je parle de mon expérience, quand une personne a envie de réussir, tu n'as pas forcément besoin de t'accrocher à une personne externe. C'est ta volonté, ta première source de réussite, en fait. Donc, dans ce sens, moi, je dis, tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un qui te chuchote à l'oreille pour avancer. Non. Moi, je vais essayer de rebondir sur ça. D'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire que c'est vrai, il faut avoir la volonté. Il faut même avoir la volonté pour aller se former. Exactement. Il faut même avoir la volonté. Oui. Exactement. C'est pas ce coach, c'est attends, mais attends, un coach, il a les outils. Souvent, tu peux être doté d'intelligence, de tout ce que tu veux, mais tu ne sais pas comment utiliser cette intelligence-là. Souvent, tu es dans un environnement où
tout te bloque pour te développer. Et il suffit qu'il y ait quelqu'un d'externe, quelqu'un d'objectif, qui voit toutes tes lacunes, qui est là, qui te dit, bon, monsieur, voilà tes défauts, voilà tes problèmes. Maintenant, on va essayer de travailler ensemble pour essayer d'améliorer tel ou tel point. Et tu remarqueras que toute personne, et je répète encore le terme bon coach, toute personne qui se forme avec un bon coach, et il y a le suivi, parce que c'est bien le coacher, mais il faut suivre. Donc, toute personne qui se fait former, tu remarques par un bon coach l'évolution, même dans sa vie privée. Souvent, par exemple, c'est un coach qui est peut-être de côté managérial. Qui est plus professionnel que privé. Mais tu vas remarquer que les résultats de ce coaching-là se reflètent même dans sa vie privée à la maison. Tout se reflète. C'est un changement. C'est pour ça on se redécouvre. Si tu as un bon coach, je t'assure que tu as du changement dans ta vie. Le problème, c'est qu'il a dit un coach hallucinant. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu appelles un coach hallucinant. On est 7 milliards de personnes sur la Terre. On est 7 milliards de personnes sur la Terre. Et j'ose croire que tous les 7 milliards, on n'a pas besoin de coach pour réussir dans la vie. Quand je parle de coach hallucinant, d'abord, pour moi, être coach, c'est être beau parleur. Pour moi. Parce qu'il faut avoir le verbe, il faut avoir le tchatch pour pouvoir être coach. Sinon... Ça, c'est un conférencier, c'est pas un coach. Bref, bon, conférencier ou coach, je ne sais pas si peut-être au fil on va situer les différences, mais vas-y, dépose ta préoccupation, exprime-toi. Pose d'abord, on va te faire expliquer. Mais souvent quand j'entends les coachs parler, moi ce qui est frustrant, souvent quand j'entends les coachs parler, ils vous font croire, sans nous, vous êtes personne. Non, il y a des charlatans. C'est différent. Il y a des charlatans du coaching comme il y a des charlatans du marketing. Mais ce sont les charlatans qui vendent le plus. C'est pour ça que... Non, je suis désolée. Si tu vends une première fois, là, tu sais, tes clients ne sont pas bêtes. C'est-à-dire que tu prends un coach... Malheureusement, ce sont de très bons parleurs. Je donne un exemple tout simple. Ouais. Tu prends un coach aujourd'hui qui est censé t'aider à évoluer. À partir d'un certain moment, tu t'attends à des résultats. Mais si le résultat n'est pas là, c'est comme elle a dit. Déjà, tu n'as rien fait de bon. Tu es payé pour rien, mais après ta réputation, parce que si tu n'es pas bon une première fois, on ne t'appellera jamais une deuxième fois. C'est clair que c'est comme dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que si tu ne fais pas bien ton job, je te jure que tu es mort et enterré, parce que plus personne ne va te prendre. Et je sais de quoi je parle aussi. Cher ami, déjà, je suis d'accord avec vous qu'on n'a pas besoin de coach pour réussir obligatoirement. On n'a jamais dit ça. Moi, en fait, ce débat, c'est pas là-bas qu'est le débat. Justement, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que Alex dit, dans quel aspect ou domaine de la vie on a besoin d'un coach. C'est peut-être là qu'il faut situer les choses. Parce que c'est vrai que pour ce qu'on entend beaucoup, c'est comment faire pour devenir riche, comment réussir dans sa vie, comment atteindre le succès, les secrets de ceux qui réussissent tout dans leur vie. Donc, on a vraiment l'impression qu'on est vraiment plus dans l'aspect réussir financièrement, bien souvent sa vie. Donc, le truc, c'est déjà de situer dans quel aspect de la vie, en fait, on fait appel à un coach. Ce qui nous ramène dans l'élément, c'est vrai que ça a été cité vite fait, aux différents types de coaching. Donc, quel aspect de sa vie on peut dire, j'ai peut-être besoin d'aller voir une personne pour m'aider. Mais déjà, ce qu'Alex dit, ça nous ramène déjà, et c'est pour ça que je suis venu de Koudougou. Effectivement, c'est vrai qu'il a un événement à Koudougou. Je suis en formation toute la journée, je suis venu, j'ai insisté pour venir parce que sa compréhension du coaching fait qu'il faut qu'on parle. Exactement. Malheureusement, comme il a dit, c'est eux qui parlent. Donc, c'est eux qu'on entend le plus. Et c'est ce qu'on dit, il faut qu'on explique aussi pour qu'on comprenne vraiment le coaching. Premièrement, à quel aspect de notre vie, à partir du moment où tu as un challenge, un défi, quel que soit le domaine de ta vie, tu peux avoir besoin d'un coach. Pourvu que ce soit un défi et un challenge. La citation la plus marquante que j'ai entendue dans le coaching dit que si amener quelqu'un à ta vérité est un niveau d'influence, amener quelqu'un à sa propre vérité est un niveau d'influence plus élevé. Est-ce que tu comprends qu'on n'est plus dans les histoires de charlatans? C'est-à-dire que si amener quelqu'un à ta vérité, ça c'est le conférencier, je te convainc que, et je peux faire ça, parce que je suis conférencier aussi. Je peux être beau parleur. Mais quand il arrive de coacher, je mets tout ça de côté. Et j'active ma capacité à écouter. Quand j'ai commencé à être coach, mes premières saisons de coaching, ça dépassait 1 heure. Donc je demande à mon mentor, je dis, mais moi, 1 heure là, c'est compliqué, ça fait parfois 90 minutes. Il me dit, watch your words. Regarde ce que toi tu dis. Je me suis rendu compte que dans le coaching, je parlais plus que le coaching. Et il m'a dit, c'est ça ton problème. J'ai corrigé ça. Je parle moins. Dans le coaching, on parle moins. Et j'active mon écoute. Et très peu de gens, malheureusement, Alex, sont écoutés dans la vie. C'est ça qui amène l'intérêt du coaching. Très peu de gens sont écoutés. Les parents n'écoutent plus parce qu'ils ne sont plus là. Il n'y a plus les grands frères qui écoutent. Dans notre société, il y avait ça. Et comme il y avait ça, il n'y avait pas besoin de coaching. Maintenant, on est tous seuls au monde. Et être écouté seulement,
c'est 90% du coaching. Parce qu'en écoutant, tu poses des questions pertinentes. Il peut poser une question, 2 questions. Et il trouve la solution lui-même. C'est pas toi qui trouves les solutions. Un coach, il dit qu'il trouve les solutions pour toi, ce n'est plus un coach. On n'est plus dans une relation de coaching, on est dans autre chose. Il t'aide dans parce que de la tu es manipulation, la seule mais pas personne, du grâce à coaching. ton expérience, qui connaît vraiment ton problème et qui peut trouver la meilleure solution à ton problème. Et le danger, c'est quoi? Quand moi je donne une solution, c'est que tu peux abandonner vite. Pourquoi? Parce que tu n'as pas... You don't buy in. Ah, mon français, là, il y a Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas vraiment de toi. C'est comme Ça ne t'appartient pas. Merci. Pourquoi tu veux le sous-titre alors? C'est pas tu l'as Ça ne t'appartient pas. Donc, le conseil a ses limites. Parce que le conseil est du point de vue du conseiller. Et son expérience, son vécu, ça peut aider jusqu'à une certaine limite. Et quand le coach, grâce au coaching, il te permet de voir, ok, le coach apporte la clarté, d'accord? La conscience. Et puis, la responsabilité personnelle. Est-ce que tu comprends? Clarté, conscience et responsabilité personnelle. Si tu apportes ça, ce n'est que quand tu apportes ça que tu es un bon coach. Quand tu viens dire, ah, toi, je vois où tu es là, il faut faire ça, tu n'es pas un coach. Moi, je suis passé par là, j'ai déjà fini avec ça, donc il faut suivre mon exemple. Tu n'es pas un coach. Tu es un mentor, un gourou, un truc. Tu n'es pas un coach. Et c'est malheureusement tous ceux qui ne se forment pas, c'est ce qu'ils font. La première fois quand on a été pour la certification, notre mentor, il nous a pris 3 balles de tennis comme ça. Et puis il nous a demandé de jongler. Non. Le truc, c'est qu'il a fait jongler une dame qui n'a jamais jonglé de sa vie. En lui posant des questions. J'étais subjugué. Pire, il nous a dit, OK, par binôme, de faire jongler nos binômes. OK, quand le gars commence à jongler, ça tombe. Tu dis, non, pas comme ça. Il faut regarder en haut. Tu commences à donner des conseils. Des directives. Il nous entend et puis il nous dit, OK, stop. Maintenant, je vous dis comment faire. Posez des questions. Donc mon binôme, il prend. Mon expérience, il fait. Je lui dis, OK. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il me dit, oui, j'ai regardé trop les 2 balles en bas et j'ai oublié la balle d'en haut. Qu'est-ce que tu peux faire différemment? Et si tu comprends, c'est un processus. C'est toi qui es au cœur du système. C'est pas moi. Mais je t'offre une opportunité d'être écouté profondément, d'être écouté sans être jugé, d'être écouté pour que tu te vois un miroir et tu dises, ouais, je vois ça. La plupart des clients que je coach à la fin disent, mais et pourtant, j'aurais pu trouver cette solution. Je dis, oui, effectivement. C'est tout ce qu'ils disent à la fin chaque fois. Et pourtant, c'était juste là, mais je ne voyais pas. Parce que c'est lui qui trouve la solution. C'est vrai qu'il y a un proverbe en moré que je ne maîtrise pas qui dit que l'intelligence, c'est comme quelque chose qui est déposé devant la porte. Tu marches dessus, tu entres, tu marches dessus, tu sors. Et une tierce personne vient voir et soulève te donner. Et moi, je voudrais ajouter qu'on ne vient pas voir un coach seulement quand on a un problème. C'est ce que les gens confondent problématique et problème. Okay. La problématique, c'est la définition de ce qui t'amène. Okay. Pourquoi tu es là? Donc, alors qu'il y a des gens qui ont des défis, c'est ce qu'il a dit, des défis et des challenges. Il est manager, il veut passer DG. C'est un défi. Il n'a pas de problème dans sa vie, le gars. Il veut juste... Oui, il veut upgrader. Il veut on va sous-titrer là-bas aussi. Il veut monter. Voilà. Et il a envie de monter. Okay. Donc, il se dit, dans 2 ans, je suis manager, je viens d'être nommé directeur financier ou marketing. Oui. Dans 2 ans, je veux devenir DG. Ça ne se décrète pas. Il faut, hormis les compétences, quelles sont les habilités interpersonnelles que tu as? Qu'est-ce que tu noues? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu accompagnes les gens? Comment ta petite équipe de marketing là déjà se sent pour que toi tu veuilles après aller coacher toute la maison? Voilà, aller diriger toute la maison. Donc c'est un processus. Vous voyez, quand il dit que sa problématique c'est devenir DG, l'objectif c'est dans 2 ans. Vous voyez, on définit précisément où il veut aller. Et maintenant, entre ce laps de temps, c'est ce moment A où il a décidé de devenir DG et le moment B où il va l'atteindre, c'est là maintenant que la stratégie se développe. Ça ne veut pas dire qu'il a forcément besoin d'un coach pour y arriver, mais dans tous les cas, il faut qu'il travaille. C'est clair. Dans tous les cas, il faut qu'il ait une stratégie. Il faut travailler, il n'y a pas de progrès sans boss. Il ne peut pas aller dans tous les sens. C'est ça. Oui. Et l'autre avantage du coaching, Fatim, c'est la redevabilité. Vous voyez, moi, une fois, j'ai lancé un challenge sur Facebook. Je vais faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Pourquoi j'ai lancé sur Facebook? J'aurais pu me dire à moi, bon, Ezekiel, tu vas faire ça et puis tu fais, c'est tout. Sauf que j'ai essayé ça plusieurs fois et que je n'ai pas fait. Quand j'ai lancé sur Facebook, tous mes fans maintenant sont dessus. Ils te guettent, ils t'attendent. Every single day. Il faut que tu sortes le truc. J'ai fait des vidéos à l'aéroport avec mon visage de mes jeunes. C'est toi qui as dit que tu allais le faire, hein? Personne ne lui a demandé. Bonjour, je suis Ezekiel Ouedraogo. Dans le cadre de la vidéo, une vidéo par jour pendant 30 jours, vous voyez mon visage. Mais j'ai fait la vidéo. Et j'ai posté, c'est toujours là.
parce qu'il y avait la redevabilité. Du coup, vous voyez, la relation de coaching, c'est ça le suivi, comme elle a si bien dit. Le fait qu'il y a quelqu'un à qui tu vas rendre compte de ce que tu as dit que tu vas faire pour ta propre vie, mais la semaine prochaine, tu dois venir rendre compte. Oui. Ça fait bouger. C'est ça là. Parce qu'en fait, c'est vrai que ce n'est pas de toi à toi, mais c'est pour toi, avec toi. Voilà. Mais avec le regard d'une personne qui, logiquement, ne te juge pas. Non, on ne te juge pas. Un coach, il ne juge pas. C'est toi qui choisis tout ce que tu veux. Et même les objectifs, là, on ne te force jamais. Tu décides de faire ça, et puis il va t'amener. Mais il te fait prendre conscience. Vous voyez, moi, je me souviens, un de mes coachs, justement, en entrepreneuriat, dans mon business, j'ai fait il me demande mon chiffre d'affaires annuel actuellement. Je lui donne ça. Et puis il me dit, et si tu faisais ça en un jour, mon chiffre d'affaires annuel. En un jour. Il me dit en un jour. Il dit, bon, stop, please. Stop kidding, please. On n'a qu'à arrêter de plaisanter. C'est comment je gagne en un an. Tu me dis que je vais gagner ça en une journée. En une journée. Mais je vous assure qu'au bout de 15 sessions, j'étais convaincu que ce que j'ai gagné à l'époque en un an, je peux gagner ça en un jour. Et aujourd'hui? Non, moi, je suis curieuse. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la prise de conscience. Il t'amène à un niveau parce que le coach croit en toi et vraiment en toi. C'est cette conviction que tu es capable. Et on manque souvent de cela. Il y a des gens à qui on n'a jamais dit tu peux le faire. On lui dit tout le temps, mais tu n'as pas vu Bourema? Il a essayé, ça s'est parti où? L'activité de Michel là, il a lâché, non? Tu n'as pas vu Sally? On ne leur a jamais dit qu'ils pouvaient. C'est vrai qu'on est souvent doué à casser la dynamique. Plus qu'autre chose. Et l'intérêt du coaching, c'est que c'est vraiment de l'écoute. On appelle ça de l'écoute active. Okay. On n'écoute pas pour répondre. On écoute pour comprendre. Et on écoute pour... Le coaching, c'est beaucoup de questionnement. Et ceux qui ont déjà été coachés par moi savent que dès le départ, je leur dis, je vais poser beaucoup de questions. À un moment donné, ça peut être harassant. Il y a des questions que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. Voilà, parce que vous êtes face à vous-même. Parce que c'est votre question. Enfin, moi, je ne peux pas te donner une solution, ce n'est pas ma problématique. Moi, j'ai d'autres défis à relever dans ma vie. C'est ta problématique, c'est ton objectif que tu veux atteindre. Donc, moi, je t'aide à formuler. Et des fois, c'est une question, la personne se dit, mais pourquoi j'ai même pas pensé à ça? Mais tiens, je peux faire ça. Et je lui dis, tu penses que tu peux? Objectivement, dans ce temps, est-ce que la personne, c'est de la reformulation et beaucoup de questionnements. On pose les questions que vous ne voulez pas vous poser. Il y a même une technique en coaching qu'on a appris pendant la formation qui est hallucinante, mais elle est efficace. Mais je vous avoue qu'elle est super frustrante. On te répète la même question 6 fois. Et croyez-moi, à chaque fois qu'on vous pose la question, vous ne répondez pas de la même manière. Parce qu'à chaque fois, la réponse s'affine. Un niveau de conscience différent. Oui. D'accord. Parce qu'au bout de la 3e fois, croyez-moi, tu te dis... C'est un peu agaçant. Tu te dis même, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai déjà donné la réponse. Voilà. Mais Fatim, tu le sais, vous savez qu'en réalité, nous, dans notre méthode, tous ceux qui sont formés, certifiés, c'est le client qui fait la demande de coaching. On ne le convainc pas pour le coacher. Non. Donc la démarche vient toujours du client, pas du coach. Oui, et puis il fait la demande et puis on n'est pas obligé d'accepter. Exactement. Et vous savez comment on fait pour éliminer les gens qui ne sont pas prêts à être coachés? Parce que tout le monde n'est pas coachable. C'est ça la vérité aussi. Un questionnaire. Je crois que c'est 17 questions. Tu ne peux pas répondre à ça, c'est bon. Et très souvent, ceux qui ne veulent pas répondre à ça, ils ne reviennent plus. Et puis tu dis, tant mieux, il n'est pas prêt à être coaché. Toi, tu circules avec les gens qui sont prêts à être coachés. J'ai envie de savoir, c'est quoi une personne qui est prête à être coachée, mais on revient. Parce que c'est vrai qu'autant on a posé la question, je leur ai demandé s'ils ont déjà eu affaire à un coach, s'ils savent ce que c'est. On a posé la question à nos téléspectateurs. On a quelques éléments de réponse. Vous allez avoir leur point de vue sur la question. On revient. Le coaching, il se veut comme le mentorat, c'est-à-dire celui qui sert de guide ou de conseiller à un groupe de personnes ou à une personne dans une activité professionnelle quelconque. Par exemple, quelqu'un qui encadre un nombre de personnes. C'est un peu éduquer quelqu'un ou aider quelqu'un à atteindre un but fixé. C'est de faire appel à des personnes ressources qui maîtrisent une filière ou une formation en quelque sorte. Je connais Lady Sonia, je connais Madame Minungu Awa. Je n'ai jamais fait appel à un coach. Oui, personnellement, j'ai eu recours à un coach dans le football précisément. J'ai déjà été coachée par Stéphanie Zongo. Il y a Monsieur Sarri même de la télévision BF1.
En Côte d'Ivoire, j'ai eu à fréquenter Mariam Koulibaly, Monsieur Aka Benson, Monsieur Salif Ouattara. Le coaching que moi je connais, c'est dans le domaine du commerce. C'est de suivre ce que le patron nous dit. Il peut aussi y avoir d'autres personnes dans le milieu qui nous aident à prospérer. Le coach, vraiment, c'est un travail de dur labeur qui demande beaucoup d'entraînement et beaucoup de suivi. Trouver le génie qui se trouve en eux et de pouvoir développer leurs capacités intellectuelles. Voilà, donc il y a quand même pas mal de mots qui sont sortis, qui sont revenus. Donc, Interesting. Something to say? Non, je disais intéressant. Intéressant. Donc, le truc, c'est qu'on a entendu des mots quand même. Il y a quelqu'un qui dit c'est comme un mentor, une personne qui guide. Il y a celui qui dit c'est suivre ce que le patron dit. On a la jeune fille qui dit qu'elle a été coachée par toutes les personnes, en fait, avec qui elle a travaillé. Donc, voilà. Est-ce qu'ils sont dans le vrai? Alors, le coaching, ce n'est pas du conseil. D'accord. Un conseiller vous conseille, un conseiller fiscal vous conseille sur de la fiscalité. Vous avez une problématique, vous voulez une expertise dans un domaine donné, le conseiller vient vous conseiller sur son domaine d'expertise. Conseiller juridique, conseiller fiscal, conseiller en marketing, etc. Même conjugal. Conjugal, même voilà. Oui. Il y en a de... C'est un autre sujet. Hein. Il y en a, voilà. Et ça, c'est un conseiller. Son rôle, c'est de vous conseiller. Fais ci, fais ça comme ça, ça, voilà. Il vous conseille. Le mentor, c'est autre chose. Le mentor te dira, moi, à ta place, j'aurais fait ça. Ou moi, j'ai fait ça comme ça pour y arriver. Il vous parle de son expérience, de son vécu personnel, des étapes qu'il a franchies lui-même pour en arriver où il est. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est votre mentor. Pour le mentorat, j'aimerais dire quelque chose. Parce que c'est quelque chose de très bien quand c'est bien fait. J'aimerais dire quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'aimer quelqu'un pour qu'il soit votre mentor. C'est important parce que les gens pensent qu'ils doivent aimer tout le monde. Il y a des gens qui vous apprennent aussi ce qu'il ne faut pas faire. D'accord. Leur parcours de vie vous enseigne ce qu'il ne faut pas faire. Ou leur parcours de vie, vous ne les connaissez pas, vous n'aimez peut-être pas la manière dont ils le font, mais les résultats qu'ils atteignent grâce à ce qu'ils font peuvent vous enseigner quelque chose. C'est important. Les gens croient qu'il faut aimer tout le monde. Non. Il y a des gens qu'on suit de manière stratégique et réfléchie. D'accord. Stratégique et réfléchie. Tu as un objectif, la personne atteint cet objectif-là malgré qu'il ne le fait pas avec les valeurs que toi tu prônes. Mais il atteint ses objectifs. On ne te dit pas de bafouer tes valeurs, mais on te dit de regarder le process qu'il emploie. Ça peut peut-être te servir. Ça, c'est le mentorat. Et un mentor, c'est pas quelqu'un que tu vois forcément. Tu n'es pas forcément obligé d'être en relation avec la personne. Voilà. Moi, j'aime Chimamanda, par exemple. Ben, je ne la vois pas, je ne la connais pas. J'espère un jour la rencontrer, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. On espère. Oui, on espère. J'espère que ce jour-là, tu m'emmèneras avec toi. Mais je lis beaucoup ses livres, j'écoute ses conférences, j'écoute la manière dont elle parle quand elle parle en public. Je regarde sa gestuelle, je regarde les positions qu'elle prend, je vois comment elle défend chaque livre et comment elle défend le féminisme dont elle parle. Je me reconnais dans beaucoup de choses dont elle parle. J'ai adoré son livre ou la lettre à sa nièce. J'ai beaucoup de neveux et nièces. Et ça me parle. Mais vous voyez, je ne la connais pas. Elle n'est pas du Burkina. Elle est du Nigeria et maintenant elle vit aux États-Unis ou à Londres, je ne sais pas. Mais vous voyez, c'est quelqu'un que je suis. Je ne suis pas obligée de la voir, même si la voir est un objectif. Donc, à part, ça c'est le mentorat. Le mentorat. Le coach n'est pas un gourou. Si quelqu'un, non, c'est pas un gourou, c'est pas quelqu'un qui justement vous dit faut faire ci comme ça. Si tu fais pas ci, voilà ce qui va t'arriver. Si tu ne me donnes pas ça, voilà ce qui va t'arriver. Si tu ne me fais pas ça, voilà ce qui va t'arriver. Si tu n'es pas à mon service, voilà ce qui va t'arriver. C'est pas un manipulateur. Parce justement, je voulais dire parce que souvent on a tendance à se dire le coaching, est-ce que c'est pas de la manipulation? Si vous avez quelqu'un qui commence à vous donner des conseils ou à vous imposer des choses dans votre vie, vous n'êtes pas dans une relation de coaching. Il faut savoir dans quelle relation vous êtes. Il faut savoir la définir, mais ce n'est absolument pas du coaching. Si vous vous sentez manipulé, utilisé à d'autres fins que vos propres objectifs, vous n'êtes pas dans une relation de coaching. Il faut que les gens arrivent à faire la nuance. Malheureusement, c'est un nouveau métier. Justement. Malheureusement et heureusement. Donc, il y a beaucoup de confusion de genre. Mais ce en quoi moi je crois plus que tout, c'est l'expérience, la compétence et la vérité. Et je crois en l'écrémage. C'est des termes marketing. Je crois qu'à un moment donné, il ne restera que la crème. D'accord. Voilà. Alex a quelque chose à dire?
Oui, c'est vraiment super édifiant tout ce que j'entends aujourd'hui. Mais souvent, on voit des personnes, je pense, elle a un peu évoqué, des personnes qui deviennent accros à leur coach comme si c'était de la, je ne sais pas si je peux dire, de la drogue. Pour vous, comment vous réagirez à ça? Parce qu'il y a des coachs qui sont comme des dealers, en fait. Ils te donnent, ils te donnent, ils te donnent, ils te donnent à tel point que tu deviens leur esclave, en fait. Alors, le coach, l'objectif d'un beau coaching est de te rendre autonome. Oui, clairement. C'est le premier objectif d'un coach. Il faut que tu sérieux. puisses te passer de lui. Comme tu dis, d'un bon coach. Le premier objectif d'un bon coach, c'est de te rendre autonome. C'est-à-dire que d'abord, on définit les séances qu'on aura ensemble. Comme il dit, il y a tout un process. On vient nous voir et la personne formule son envie d'être coach. Il y a d'abord un entretien préalable qui permet de fixer, mais est-ce que la personne a besoin d'un coach? Est-ce que c'est du coaching? Des fois, il y a des gens, ils ont besoin que d'un livre. Ou que d'une formation. D'une formation. C'est pas de coaching. Ils ont besoin de 3 heures de formation dans un Mais est-ce que truc. ça arrange le coach, vu que le coach vit de ça? Ah, mais nous, notre réputation nous tient plus à cœur. Non, au-delà de ça. Vous êtes sûr? Du coup, tu vas ramener ma question. Quand est-ce que vous estimez qu'une personne est prête à être coachée? C'est là que j'avais gardé ça. Quand tu es coach, tu te retrouves à 12 sessions par semaine. Tu penses que tu as le temps d'ajouter quelqu'un dans ta liste? Tu as 12 sessions par semaine. Tu fais d'autres formations. Tu écrèmes. Tu ne prends pas tout le monde. Et puis, nous, en règle générale, on ne dépasse pas 40 sessions, c'est une année. Si en une année, je n'ai pas pu t'aider, vraiment, je vais demander pardon. Et puis te confier à quelqu'un d'autre qui va pouvoir t'aider. Parce que tu dois être autonome et parce que j'ai d'autres personnes aussi à aider. Tu vois? Parce qu'on doit être conséquent. Il y a une cliente qui m'a dit, je veux passer manager dans ma boîte. C'était ça l'objectif. En une année, elle est passée manager. Bye bye. À une autre problématique, on se rend compte. Oui, et bon, et puis on y va. Excusez-moi, j'ai quelque chose à dire aussi. Mais en fait, vous représentez, il faut reconnaître que vous représentez peut-être une infime partie des coachs qui, eux, cherchent l'autonomisation de leurs... comment on appelle ça? Leurs élèves. Oui. Non, pas des clients. Voilà. Et maintenant aussi, il faut aussi reconnaître qu'il y a une race de coachs qui sévit dans ce monde actuellement. Qui sévit. Oui, il faut le dire. Comme le ou la Covid. Exactement. C'est comme un marabout sénégalais, les femmes sénégalaises. J'ai pensé à ça. Il y a ce lien. Non, mais ça, c'est la nouvelle génération qui, en fait, et puis, je vais aller jusqu'au bout de ce que je veux dire. Ça dit, c'est cette race de coachs-là, qui se dit coachs qui ne le sont pas, sont devenus comme des marabouts. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai utilisé le terme charlatan. Et malheureusement, on est aussi dans un environnement, actuellement aujourd'hui, les gens aiment trop la facilité. Oui. Regarde par exemple, elle a cité 2 bouquins que moi je n'ai pas lus, mais rien que le titre, quelqu'un qui va s'asseoir, tu n'as pas suivi de coaching, tu n'as pas fait de formation, tu n'as rien fait, tu vas aller prendre un livre pour te rendre riche. Mais si tu ne travailles pas, comment tu... Je ne sais pas, il faut quand même dans ta tête, il faut réfléchir un peu. C'est des choses qui sont tellement... Ça tombe sous le sens. Merci, ça veut dire que tu parles... Non, mais j'ai fait l'expérience que le bon sens n'est pas universel. Totalement. Voilà, et donc, moi je comprends un peu Alex, mais totalement. Non, mais voilà. Personnellement, j'étais dans la même position qu'Alex parce que de ce que l'on voit vraiment avec les réseaux sociaux, on a vraiment l'impression, on ne sait pas à quel sens se vouer. Oui. Mais là, je vais vous expliquer. On ne sait plus comment faire le tri. Sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle des influenceurs. D'accord. Ouais. Le truc, c'est que le coaching est un stade élevé d'influence. Donc, du coup, voilà le problème où ça se mélange. Parce qu'en fait, le coaching, c'est de l'influence. C'est de l'influence positive. Quelqu'un parle de manipulation. Oui. Quand je t'influence, pour mon intérêt, ça devient de la manipulation. D'accord. Donc la frontière est mince. Très. C'est les mêmes outils, les mêmes techniques. C'est l'éthique et la déontologie qui font la différence. Ce dont tu es en train de parler, ça s'appelle éthique et déontologie. Oui. Malheureusement, si tu n'es pas formé, il n'y a pas d'éthique et déontologie. C'est ça. Tu te lèves comme ça, tu veux être riche et tu veux avoir le maximum de gens qui te suivent. Tu crées des trucs où quand les gens te suivent et quand ils ne font pas ce que toi tu dis qu'ils vont faire, ça devient un problème. Et c'est pour ça que nous, on doit parler. Et vous avez raison. Parce que, heureusement même que vous parlez, vous êtes venus. Oui. C'est pour ça que je vous dis que je suis venu de Koudougou pour ça. Parce que c'était tellement important. Et j'ai vu... Les gens font l'amalgame. Voilà, j'ai vu vraiment l'amalgame. Et on doit parler, on doit expliquer. On doit pas... Dernièrement, pour ceux qui me suivent, j'ai expliqué. Je fais beaucoup de posts de 2 jours où j'explique le coaching. Pour demander, pour que les gens aussi, à un moment donné, ils soient capacités à choisir leur coach. Parce que nous, on dit que le coach se fait choisir. Donc, c'est le client qui choisit.
malheureusement, il peut choisir quelqu'un qui ne va pas vraiment l'aider. En parlant de ça, là même, je vais plus parler à la grande sœur. Oui. Dans le coaching aujourd'hui que je vois, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament coach. Mais le problème, c'est qu'il y a un thème même qui est tellement récurrent. Ça, c'est les femmes même c'est-à-dire, il faut se coacher pour des bonnes raisons. Mais par exemple, tu vas voir des dames, où il y a des hommes même, qui focalisent leur coaching sur les problèmes de couple, ou bien les problèmes d'enfants, ou bien les problèmes de gars, de mari, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est des coachs stratèges qui choisissent des thèmes qui, avec un tout petit discours, comme il le disait là, arrive à apporter... Parce qu'à un moment donné, si tu as un gros problème, je ne sais pas moi, de couple, et que tu as une personne qui chaque jour a un petit conseil sur la vie de couple. Mais c'est pas du coaching, c'est une conseillère. Je comprends ce qu'elle veut dire parce qu'on est toutes dans des groupes de femmes. Oui. Exactement. Il l'a très bien dit au début, peu de gens sont écoutés actuellement. Sont écoutés sans être jugés et sans pour autant leur donner des conseils. On ne les écoute pas pour comprendre ce qu'elle est en train d'expliquer, son mal-être. Vous verrez dans les groupes de femmes, il y a beaucoup de posts anonymes. Et il y a des publications hallucinantes. Là, par contre, c'est hallucinant. Mais pour le coup, tu ne pourras pas les voir, et j'espère. Oui, mais tu comprends que c'est parce qu'elle n'a pas d'écoute. Elle cherche à être comprise, entendue, écoutée, et elle veut qu'on lui demande pourquoi, comment, quel est le process qui t'a amené à ça. Et donc, ça fait que les gens font sur des domaines où les problématiques sont de plus en plus énormes. Parce que les sociétés s'individualisent de plus en plus. Parce que la communauté ne joue plus tout son rôle. Parce qu'avant, on avait la tante. Il y a des coutumes où il y a des ethnies où la tante paternelle, vraiment, au Sénégal, voilà, comme chez les Moussi, au Sénégal, pareil, c'est elle qui... C'est celle à qui on a tu es à l'aise. Mais oui, ton père, mais c'est elle qui gère. Oui. Et il n'y a pas ces liens-là, ou ces liens de confiance. Des fois même, ils existent. C'est ta mère paternelle ou ton père maternel. Voilà. Dans tous les cas. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, avant, il y avait ça qui te permet de parler librement et en confiance. Oui. Et en toute confidentialité, ça n'ira nulle part, c'est entre toi et ta tante. Des fois même, la personne existe, physiquement, elle est vivante. Mais la personne ne se sent pas d'aller lui exposer le problème parce qu'après, toute la famille va être au courant. C'est ça. Et vous voyez, c'est une évolution de la société qui amène aussi ce genre de problématique. Sauf que maintenant, il y a des Africains comme nous qui ont décidé de se former pour comprendre ces domaines-là, pour mieux accompagner aussi et puis pour l'adapter à nos concitoyens. Ça. Il y a ça. Il y a des formules toutes faites qu'on nous donne, mais nous, on sait qu'ici, ça ne passe pas. Ou ça ne passe pas comme ça. Non, j'ai quelqu'un qui m'a dit sincèrement que c'est parce que je suis africain qu'il m'a choisi comme coach. Oui. Parce qu'il avait suivi beaucoup de choses, mais il pense... Tu peux pas contextualiser. Voilà. Il faut c'est pour ça l'adapter à la réalité. On a créé Coaching for Africa. Pour ceux qui ont suivi, on était ensemble avec plus de 10 coachs, 15 coachs ici à Ouaga. Et à Abidjan aussi, on a créé un réseau de coachs africains qui s'appelle Coaching for Africa, où on est convaincu qu'il faut qu'on crée ce modèle de coaching africain adapté à l'Afrique. Donc on va plus loin. On n'est pas seulement dans les histoires d'aller se former. Elle s'est formée en Europe, moi je me suis formé aux États-Unis. C'est pas ça seulement. Et en Afrique, on fait quoi? Comment est-ce que nous, Africains, on peut comprendre ce coaching-là et aider davantage, mais aider professionnellement les gens? On s'est spécialisé dedans. Moi, comme je vous ai dit, j'étais formateur. Honnêtement, je vivais bien de la formation. Mais j'ai eu cette gifle de la dame là qui m'a dit que c'est ce que je fais. Ouais, mais après, on a envie de dire qu'à quelque part, il faut déjà avoir une base de confiance. Parce qu'elle dit que ce n'est pas utile. Bon, c'est utile pour ma poche et ma famille. Donc, ça aurait pu être une motivation. Mais il faut déjà avoir cette conscience de se dire, j'ai envie d'être utile au-delà de juste parler, de prendre mon cachet et de rentrer chez moi. Exactement. Au-delà de ce qu'on disait, je parlais du processus. Parce que c'est important que les gens comprennent quand ils viennent nous voir ce qui se passe. Donc, après cet entretien-là, moi, je sais si la personne a besoin de coaching ou pas. Et surtout si elle a besoin de moi comme coach ou pas. C'est ça. Si ce n'est pas un domaine dans lequel je peux l'accompagner, croyez-moi, je la réfère sans problème et sans souci. Parce que je ne veux pas me lancer dans quelque chose où je ne vais pas l'aider. Ça ne m'arrange pas. Ça n'arrange pas mon image. Ça n'arrange pas moi, j'ai des objectifs très précis. Ça n'arrange pas mon ascension. Donc, je la réfère à quelqu'un qui... Permettez-moi de préciser. Vous voyez, par exemple, à cause de la confidentialité, on ne peut pas dire « j'ai couché un tel » pour avoir des références. Oui. Donc, la seule référence d'un bon coach,
c'est la recommandation. Exactement. C'est-à-dire que c'est le client satisfait qui va aller dire. C'est ça. Oui. Donc il y a la même règle de confidentialité comme chez le médecin, chez Moi, je peux l'avocat. pas afficher, voilà les gens que j'ai coachés cette année. Je vous dis, je cherche un local pour mon cabinet. Oui. Mais je sais que si je prends un local dans une maison, une villa, en bordure de route, les gens ne vont pas venir. Parce que la première question que je pose, quand on a un premier entretien préalable, je leur pose toujours, vous voulez venir à mon cabinet? Vous voulez que j'aille dans votre entreprise? Ou vous voulez qu'on se voit dans un endroit neutre? La personne me dit, non, 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 surtout pas au bureau, les gens vont vous reconnaître. On va savoir que je me fais coacher. Parce que c'est encore une autre, c'est un signe de faiblesse. Pour le moment, oui. Voilà, parce qu'on le voit comme un psychologue, un psychiatre, c'est un signe de faiblesse. Alors que non, comme je dis, on n'a pas besoin d'avoir un problème pour se faire coacher. Et on peut avoir une problématique et un défi pour avancer. Vas-y, désolé, je t'avais coupé pour le process. Voilà, et ensuite, maintenant, on transmet donc ce questionnaire. Si la personne, on s'entend que la personne, et il faut que la personne se sente à l'aise avec nous. Moi, il y a des gens qui m'ont contacté après, qui m'ont dit, ah, j'ai l'impression, enfin, on a beaucoup de gens qu'on connaît en commun, j'ai un peu peur qu'on en parle et tout. J'ai dit, du moment que tu as ce doute, c'est qu'il ne faut même pas qu'on travaille ensemble. Je peux te recommander à quelqu'un d'autre. Peut-être toi, tu vas me recommander quelqu'un d'autre un autre jour. Mais si tu as déjà ce doute-là, de est-ce que je vais dire ou pas, ça fausse tout ce que tu peux me dire. Tout à fait. Ça. Et moi, ça me bloque. On n'avance pas. Croyez-moi, on ne prend pas 1 heure de notre vie, parce que c'est 1 heure, des séances d'1 heure par semaine en moyenne, qu'on a sur 12 à 15 séances ou 40, ça dépend du package. Et on n'a pas 1 heure de temps à perdre, quoi. On vient pour écouter. Il faut qu'on soit sûr que la personne est à l'aise. Quand ça c'est fait, quand je suis d'accord pour l'accompagner et que la personne est d'accord pour que je l'accompagne moi, on passe maintenant au coaching. La première séance de coaching commence. L'autre séance, c'est une séance 0 en fait. Ça compte pas, c'est pour être sûr. Voilà, et la personne remplit ce questionnaire. Croyez-moi, il y a des gens qui prennent 2 ans pour remplir ce questionnaire parce qu'ils ne sont pas prêts. Parce qu'il y a des questions qu'on leur pose dedans qui sont basiques, comme ça, mais qui les bousculent tellement que soit ils ne sont pas prêts à y répondre maintenant, soit ils ne sont pas prêts à y faire face maintenant, soit ils n'ont leur problème là finalement, ils se disent que ça va impliquer trop de chamboulements, donc on va laisser ça comme ça. Ensuite seulement le coaching commence. Donc vous voyez, alors il ne reste pas beaucoup de temps. Oui. Ça passe vite, hein, n'est-ce pas? Finalement. Ça passe super vite. Il y a un commentaire là qui vous intéresse, mais je vais vite, je vais essayer de lire les commentaires et d'y arriver. Mais je pense que c'est un commentaire qui vous intéressera à tous. Je ne sais pas si on aura le temps d'y répondre ou si vous allez lui répondre ensuite sur la page. En tout cas, Gaël Berry, je voudrais savoir quelle est la différence entre mentor et coach. Je pense qu'on a répondu à cette question. Merci à la team. Pour moi, le coaching en développement est la suite de l'éducation. Je dirais même l'aboutissement de l'éducation. Mais je me méfie des interventions de certains coachs qui sont radicales sur leur position par rapport à l'école. Ces coachs-là ne nous apprennent rien, puisque les grands experts en sciences et éducation te diront sans hésitation que l'école n'est pas la seule voie de réussite. Alors, Ivan Illich est l'un des auteurs qui critiquent le caractère trop institutionnel de l'école. Si certains au Burkina veulent aller dans ce sens, c'est pas grave, mais qu'ils tiennent compte de la contextualisation, sinon ce sera des affirmations gratuites. Alors, Just Donald Sawadgo, coach Fatim, dis-moi, que pensez-vous d'un coach qui dit à son client que les endroits les plus riches de la Terre sont les cimetières, car nombreuses personnes repartent à la Terre sans se réaliser. Ok, coach Fatim va y répondre très rapidement quand on va finir. Wilfried Kola, salut la team, je suis très contente de votre émission. Alors, Zeus qui revient. Je voudrais savoir la différence entre coach et mentorat, répondu. Coach Ezekiel, comment se connaître soi-même pour pouvoir entreprendre un changement interne et externe? Ça, c'est une sacrée question. Je ne suis pas sûre qu'il pourrait y répondre dans cette émission. Mais en une fois, je peux répondre. D'accord, ok. Parce que c'est quelque chose qui revient. Voilà, non, que j'ai même étudié et puis j'ai développé un programme pour ça. D'accord. Tellement c'était important. Ok, donc le coach Ezekiel a sa question, Fatim a sa question. Fatim se rappelle de sa question? Ma question, c'est pas... Alors, je pense que ce qu'il a dit, où on dit que les personnes... Les endroits les plus riches de la Terre, c'est les cimetières. Oui, alors... Parce qu'il y a des gens qui sont déjà, morts sans se il a réaliser. pris une phrase dans un contexte de quelqu'un d'autre qui l'a dit. Donc, on ne peut pas répondre à la place de cette personne. Ce serait mieux qu'il lui demande dans quel contexte il lui a dit. Parce que je crois qu'il faut toujours contextualiser quelque chose avant de pouvoir y répondre. D'accord. Comme je ne connais pas le contexte. C'est sûr voilà. que...
Sani Rabo, merci pour toutes ces explications. Les expériences de la vie nous aident, mais le coaching tiendra compte de toutes ces expériences pour te guider sans ressenti et sans te juger. On se résoudra comme Isis le dit. D'accord. Donc ça, c'est quelqu'un qui connaît Isis. Modeste, je pense que Alex a eu raison parce qu'il y a trop de charlatans qui se disent coach. Je pense que vous voyez, vous voyez pas encore le dernier. Donc qui se disent coach, ils pullulent sur Facebook les gens qui ont lu que quelques livres de développement personnel et qui se proclament coach. Moi, j'ai une préoccupation. Après lecture de certains livres de développement personnel, on sent une amélioration dans notre quotidien. Mais après, c'est la routine. N'est-ce pas la même chose avec le coaching? Le coach te suit et ça marche. Et après le coach. Et enfin, le commentaire que j'ai vraiment gardé pour la fin, cette histoire de coaching, je n'y crois pas. Comment les Richards du Burkina ont fait pour être là où ils sont actuels, sans coach? Si ta situation d'échec ne te parle pas assez, ce n'est pas un coach qui changera les choses. La solution, c'est de croire en soi. Point barre. Voilà. Donc. Non, moi, je parle à la dernière question. Oui. D'abord, c'est une affirmation gratuite que de dire qu'ils ont réussi sans coach. D'accord. C'est pas tout le monde qui sort à la télé qui dit ouais, moi j'ai un coach, je suis coaché. Surtout ici. Il n'y a pas d'autoproclamation. Et puis, on vous a expliqué qu'avant, il y avait des gens qui coachaient. Mais c'est parce que la société a été très individualisée que le métier est devenu important. Sinon, il y avait des gens qui étaient coachés. Quand on parle de la tante qui t'écoute sans te juger, c'est une formule de coaching. C'est une formule de coaching. Et le coaching est venu aux États-Unis parce qu'il y avait cette fissure-là. Et c'est venu en Europe aussi parce qu'il y a cette fissure-là. Et ça arrive en Afrique parce qu'il y a cette fissure. Parce que ça commence à être là. Voilà, c'est tout. Sinon, on n'en avait pas besoin. Okay, mais donc, de façon métier, et comme un métier en réalité. D'accord. Voilà, mais on va répondre. On ne peut pas finir ce sujet-là en une heure, c'est court. Mais on aura l'occasion, on va peut-être reformuler des sujets pour vous inviter, pour développer tout. Avec plaisir. Mais il a coupé son activité à Koudougou pour nous rendre visite ici quand même. Il faut qu'on, très rapidement, en 30 secondes, qu'il nous dise de quoi il s'agit. Ok. À Koudougou. D'accord. Bon, c'est pas vraiment à Koudougou, c'est que à Koudougou, c'est une formation. C'est une formation dans le cadre d'une entreprise. Et j'ai travaillé avec un partenariat, par exemple, avec Coach Isis, qui est en train de former là-bas, pendant que je suis ici. Vous comprenez que nous, on travaille vraiment ensemble, on collabore. Par contre, avec Fatim, on a un événement ce week-end. D'accord. C'est brillant de mille feux. On s'est dit, Covid 2020, il y en a qui viennent de repartir en 2019 parce que 2020 là. C'est chaud, ça ne marche pas. Donc on a dit, yes, encore 4 mois avec Fatim et puis Kamal, un autre coach. On s'est dit, on va faire quelque chose pour booster, motiver, inspirer les gens à croire qu'en 4 mois, ils peuvent quand même faire quelque chose de cette année 2020 là, pour ne pas marquer ça d'une pierre noire. Mais genre 2019, 2021. C'est là qu'ils disent qu'ils refusent qu'on comptabilise ça dans leur âge. Exactement. Moi, je refuse ça. C'est vrai que... On fait la conférence, ça se passera à Ouaga 2000 ici. D'accord. Et le prix d'entrée, c'est un t-shirt. Un t-shirt qui coûte 9 000 francs. Ok, c'est donc 3 heures. Ce t-shirt-là? Oui, ce t-shirt-là, par exemple. D'accord, ok. Bon, d'accord, on va voir peut-être par rapport à la taille, parce qu'on pensait vous l'offrir, mais bon. On verra. J'entends le générique faire en fond. Alors, vous voulez le voir? Ok. Voilà, ok. Alors, donc, avant qu'on ne nous retire l'antenne, je vais vraiment très rapidement dire à nos téléspectateurs comment ils font peut-être pour prendre attache avec vous si d'aventure ils sont intéressés. Ok. Nos contacts Facebook et ils auront tous nos contacts. Team Coach sur Facebook, TIMCOACH. D'accord. Moi, qui suis Ezekiel Ouedraogo, et puis mon WhatsApp, je suis assez WhatsApp, 78 81 08 18, c'est bon. Vous allez m'avoir 78 81 08 18. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Et là, vous m'avez... Mais me tapez Ezekiel Ouedraogo sur Facebook, c'est le plus simple. Voilà. D'accord. Ça se trouve facilement. En tout cas, un grand merci à chacun d'entre vous. Je sais qu'il y en a qui sont restés sur leur faim, nous aussi. Oui. Mais ce n'est pas grave, on aura l'occasion de développer. On espère que Alex a peut-être revu ou repositionné son jugement. On verra. Il faudra encore une autre émission parce que j'ai pas encore, tout n'est pas encore. On n'a pas encore réussi à convaincre Alex, on reviendra. Philippe, merci beaucoup. Édifiant. Merci beaucoup à toi. Donc, bon vent dans vos activités. Merci, et vous, chers vraiment. téléspectateurs, on espère vous avoir apporté quelque chose. La semaine prochaine, on se retrouve avec d'autres sujets. Prenez grand soin de vous et passez un agréable mois de septembre qui démarre aujourd'hui. Fructueux surtout. Au revoir. Bonne suite de journée.
Merci.